Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Thierry Santa, membre du gouvernement, président du Rassemblement, mais aussi candidat aux législatives dans la seconde circonscription. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déclaré très tôt votre candidature aux législatives, à la fin du mois de mars, pendant la campagne présidentielle même. Est-ce que vous n'êtes pas parti un peu trop tôt? Alors, permettez-moi, Madame Noir, avant de répondre à votre question, d'avoir une pensée pour Robert Canal qui nous a quittés. À nouveau, faire part de mes sincères condoléances à sa famille, et à tous ses amis, et aussi à l'équipe de ARB. Je sais que c'est un ami cher que vous avez perdu. Et donc, voilà, je voulais avoir cette petite pensée pour lui, avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci pour ces mots, Thierry Santa. Donc, justement, la question, c'était ça. Est-ce que vous n'êtes pas parti trop tôt dans cette campagne législative à la fin du mois de mars? Alors ça fait plusieurs mois déjà que je suis sur les routes calédoniennes pour faire le tour de la Nouvelle-Calédonie, pour aller au contact de la population calédonienne, parce que j'avais ce besoin de vérifier un sentiment qui était le mien, de ce décalage un peu qu'on constate entre la volonté des Calédoniens et le microcosme politique dans lequel, hélas, les élus que nous sommes sommes imprégnés. Et ces contacts m'ont permis de confirmer finalement que c'est même pas un décalage, c'est un fossé aujourd'hui qui existe entre les Calédoniens et leurs élus. Et c'est ce qui m'a incité très rapidement à considérer que pour porter la voix justement de la population calédonienne, une des façons les plus efficaces de le faire, surtout dans la perspective des discussions d'avenir de notre pays, c'est de se présenter à ces élections législatives. Et donc la décision a été prise rapidement, comme vous l'avez dit, avant même le premier tour des élections présidentielles, parce qu'en ce qui me concerne, je considérais que c'était deux choses différentes. Mais c'est quoi ce fossé? C'est-à-dire que les Calédoniens sont plus intéressés par leur vie quotidienne, par le pouvoir d'achat, par l'emploi, leur avenir, plutôt que par les questions institutionnelles et les questions purement politiques? Ce qui ressortait d'abord et avant tout, c'était le ras-le-bol de la population, de nos querelles politiciennes permanentes, de notre opposition stérile, binaire, indépendantiste, non indépendantiste, voire des conflits internes à chacune des tendances. Et ce qui se passe ces derniers temps n'est pas fait pour améliorer cette image, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'était le premier point qui apparaissait, et cette volonté de passer à autre chose, quoi, de dépasser justement ces clivages récurrents. Et bien sûr, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les questions du quotidien, les difficultés auxquelles les Calédoniens sont confrontés aujourd'hui, de fin de mois difficiles, de difficultés de trouver un emploi, y compris pour nos jeunes diplômés qui reviennent, de pouvoir d'achat, de relance économique, c'est toutes ces questions-là, de sécurité aussi, qui sont revenues très régulièrement. Voilà, c'est ce qui ressortait véritablement de Ouais, ces mais échanges. vous parlez de querelles internes, justement. On sait que votre candidature a fait hurler, on va dire, chez vos amis des autres composantes loyalistes. Alors eux, ils sont regroupés dans une union loyaliste et ils vous reprochent justement de faire cavalier seul. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié, pourquoi vous n'avez pas privilégié une candidature unique, une candidature de l'ensemble du camp loyaliste? C'est vraiment le reproche récurrent qui vous est fait, hein. Je l'entends, c'est un reproche qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Et Ce depuis qui, que vous avez annoncé votre candidature, d'ailleurs, et pourquoi est-ce qu'il part tout seul En effet, mais ce qui m'exaspère un peu ces derniers jours, c'est qu'effectivement, on parle d'union loyaliste. La réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la création du parti de la majorité présidentielle. Et ça, ils ont tout à fait le droit de le faire, c'est leur choix politique national, et j'ai rien à y redire. Là où ça me pose problème, c'est quand on essaie de faire croire aux Calédoniens que c'est l'unité des loyalistes. Comment on peut parler d'unité des loyalistes sans le Rassemblement, sans le parti de Pascal Vittori, sans Philippe Blaise qui n'intégrera pas cette union, sans même le Rassemblement national, même si je ne partage pas les idées du Rassemblement national. mais Toutes qui ces faisait partie des composantes-là font loyalistes, en tout partie cas. des loyalistes de Nouvelle-Calédonie. Donc on peut pas, il faut qu'on arrête d'essayer de mettre dans la tête des Calédoniens que ce nouveau regroupement est le regroupement des loyalistes de Nouvelle-Calédonie. Non, c'est le nouveau parti de l'avenir ensemble du président de la République qui se met en place ici en Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui se passe.
Qu'est-ce qui vous différencie vraiment des élus ou des membres de ces quatre partis, vous, les élus du Rassemblement, et vous, Thierry Santa? C'est cette défense du président de la République, enfin d'Emmanuel Macron, ou il y a d'autres choses sur le reste? Vous êtes d'accord globalement? Très objectivement, on est d'accord sur beaucoup de choses, et en particulier sur les fondamentaux d'une Calédonie française. C'est ce qui nous avait rassemblés, je veux juste me permettre de le rappeler à nos auditeurs, c'est ce qui nous avait rassemblés en 2019, quand on a créé l'Avenir en confiance. L'objectif était double. Le premier, c'était de regrouper justement tous les partis loyalistes, véritablement loyalistes de Calédonie, et s'opposer à la politique de Calédonie Ensemble, qui était mortifère pour le système économique, social du pays, mais aussi par son ambiguïté permanente dans son positionnement de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement, ceux d'hier qui s'étaient affrontés frontalement à Calédonie Ensemble, aujourd'hui font une alliance avec Calédonie Ensemble. C'est leur choix, c'est leur droit. Mais encore une fois, ça n'a que pour objectif de créer un nouveau parti, l'Avenir Ensemble, de la renaissance de l'Avenir Ensemble, peut-être, on va l'appeler comme ça. L'Avenir Ensemble, c'est le parti qui avait été créé en 2004 Exactement. par à l'époque Philippe Gomès, Harold Martin, Didier Leroux, etc. Hein. Tout à fait. Et Je rappelle ça pour ceux qui connaissent mal leur histoire politique voilà. calédonienne. Là, il s'agit de faire renaître cette entité-là, avec donc Calédonie Ensemble. J'en veux pour preuve, je vais vous dire, les choses simplement. On a aujourd'hui cette volonté de porter cette majorité présidentielle pour élire 2 députés de la majorité présidentielle pour participer à cette future majorité à l'Assemblée nationale. Mais le deuxième objectif, et c'est peut-être ça qui est le plus grave pour les Calédoniens, c'est que c'est aussi l'objectif d'évincer toutes les autres possibilités loyalistes dans les futures discussions d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Moi, je veux bien reconnaître que ce nouveau parti soit un parti loyaliste, ça ne me pose pas de problème, même si j'ai un peu de doute encore concernant Philippe Gomez, comme depuis toujours, mais qu'on ne me dise pas que les autres sensibilités loyalistes, je rappelle quand même aux Calédoniens que 70% quasiment des loyalistes n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour des élections présidentielles. On ne peut pas les évincer, on ne peut pas les mettre de côté. Les députés de la Nouvelle-Calédonie demain devront porter la voix de tous les loyalistes ici en Nouvelle-Calédonie. Vous parlez de Philippe Gomès, mais on dit quand même que d'abord il ne se représente pas aux élections législatives, et puis on dit qu'il est écarté, qu'aujourd'hui Calédonie Ensemble, c'est Philippe Dunoyer qui est candidat dans la première circonscription. Comment on peut expliquer aux Calédoniens que Philippe Gomez quitte la vie politique calédonienne en parallèle créant un nouveau parti qui va s'appeler l'Avenir Ensemble, qui était le parti de Philippe Gomez en 2004, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a été la première explosion du RPCR à l'origine. Avoir 2 candidats députés dans les élections à venir, qui sont l'un depuis toujours Calédonie Ensemble, et l'autre qui a été pendant très longtemps dans sa carrière politique un membre de Calédonie Ensemble. Vous parlez de Là, Nicolas j'ai du Metzdorf, mal qui est très votre... sincèrement à croire au retrait de Philippe Gomez. Je pense qu'il doit participer encore beaucoup à toutes les réunions de coordination de ce nouveau parti qui est en cours. Mais alors, on en revient, vous disiez tout à l'heure, les Calédoniens en ont assez des querelles internes, des divisions, On sait que globalement, ils réclament l'union. On met toujours en avant le fait que les indépendantistes, eux, avec le FLNKS, arrivent à être unis, même s'il y a des divisions internes, et que les loyalistes n'y arrivent jamais. On parle même aujourd'hui justement de la reconstitution du RPCR, qui était le parti qui rassemblait toutes les sensibilités loyalistes pendant un moment. C'est paradoxal que le Rassemblement, qui est l'héritier du RPCR, ne se retrouve pas dans cette union. Vous le vivez pas mal? Moi, je pense que ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui se prévalent aujourd'hui de la reconstitution du RPCR ont été les premiers à quitter le RPCR à l'époque. Ça aussi, il faut que les Calédoniens s'en souviennent. On ne peut pas se prévaloir d'un héritage du RPCR alors qu'à l'origine, c'était finalement ce qu'ils avaient en tête, la destruction du RPCR. Ils avaient cette volonté que le RPCR n'existe plus en créant chacun leur parti respectif. Et aujourd'hui, on se prévaut de la reconstitution du RPCR. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'embête, encore une fois, dans tout ce qui se passe là, c'est qu'on essaye de faire, encore une fois, peur aux Calédoniens. Ils s'appuient sur cette volonté de reconstituer, soi-disant, le RPCR, parce qu'on est à la veille quasiment d'une guerre civile. Franchement, est-ce qu'on a le sentiment, là, aujourd'hui, d'être à la veille d'une guerre civile ?
Est-ce qu'on n'a pas plutôt la certitude que le choix majoritaire des Calédoniens est aujourd'hui acté, avec 3 référendums successifs qui actent une Calédonie au sein de la République française? Donc le cadre institutionnel futur, il est clairement défini aujourd'hui. Ceci dit, il reste maintenant à remplir ce cadre. Donc tout reste à faire, encore une fois. Mais au moins, une chose est certaine, c'est que la Calédonie, elle est française et elle le restera. Et je ne sens pas, moi, autour de moi, une guerre civile qui se prépare. Il n'y a Donc, pas un risque dans la seconde... il faut arrêter de faire peur aux Calédoniens. Il faut au contraire leur parler d'avenir, de paix et de prospérité et de respect réciproque pour construire justement cet avenir pour nos enfants et nos petits-enfants et sortir de ce clivage, encore une fois, qui pourrit la vie politique calédonienne depuis trop d'années aujourd'hui. Il n'y a pas un risque dans la seconde circonscription, celle dans laquelle vous êtes candidat, de voir l'élection d'un député indépendantiste. C'est aussi l'une des choses qui est agitée et qui justifierait une union et un candidat unique des loyalistes. Alors juste, peut-être encore une fois, hein, je suis désolé, je rappelle beaucoup de choses aux Calédoniens parce que franchement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas que les gens, oublient. Il ne faut pas non plus prendre les Calédoniens pour des poulets du jour, quoi. Euh, comment dire, l'unité qu'ils prévalent, finalement, je le répète, est une unité de façade aujourd'hui, qui n'a que pour objectif de porter des candidats pour la majorité présidentielle, et ils en ont le droit, il n'y a pas de souci là-dessus. On a la chance d'avoir une élection à 2 tours devant nous. Et ben, cette élection à 2 tours, elle est faite pour quelque chose. Elle est faite pour que le premier tour, les différentes sensibilités présentent leurs candidats, et qu'au deuxième tour, il y ait un alignement derrière le candidat loyaliste qui arrivera en tête. Ça s'est toujours passé comme ça. Ceux qui aujourd'hui parlent de cette unité ont été des candidats pas plus tard que la dernière élection législative, au premier tour. Ils étaient plusieurs. Et ça n'a pas empêché que, hélas, Philippe Gomez soit élu, puisque c'était celui qui était arrivé en tête à ce moment-là. Mais quand même, électoralement parlant, là, par le chiffre tout simplement, c'est pas un handicap d'avoir face à vous un seul candidat qui représente cette union loyaliste, c'est comme ça qu'il s'appelle pour l'instant. Ils envisagent la création d'un parti unique, mais est-ce que c'est pas lourd d'avoir un candidat soutenu par tous les autres ou presque tous les autres partis? Encore une fois, je considère qu'il n'est pas soutenu par tous les autres partis loyalistes, hein. Je l'ai dit, ma candidature, elle est soutenue par, bien sûr, le rassemblement que je préside, mais aussi par le parti de Pascal Vittori et de Wilfried Weiss, hein, tous calédoniens, et aussi, surtout, beaucoup de personnalités de la société civile. Donc, je ne considère pas que le poids de ces prochains députés qui vont être élus, ce n'est pas le nombre de partis qui les soutiennent, c'est l'élection de la majorité des Calédoniens. Ça va être l'expression de la majorité des Calédoniens. C'est ça qui va définir le poids de la parole de ces futurs députés, en particulier autour de la table des négociations. Encore une fois, ce n'est pas le nombre de partis qui, en définitive, soutiennent ces candidats. C'est ce que les Calédoniens vont choisir. Mais si vous êtes élu, vous siégerez, on imagine, dans l'opposition à la majorité présidentielle. Est-ce que c'est pas, un peu dangereux? Quel est le poids d'un député dans l'opposition? Moi, si je suis élu, je siégerai au sein du groupe Les Républicains. C'est ma famille politique nationale de toujours, et c'est une question de fidélité en ce qui me concerne. Ce qui ne m'empêchera pas, bien entendu, de travailler avec la majorité ou les collègues de l'Assemblée nationale qui seront issus de cette mouvance présidentielle. Aujourd'hui, personne ne peut prévoir quelle sera la composition de l'Assemblée nationale. Donc, en ce qui me concerne, je le répète, je n'ai pas du tout de difficulté de travailler avec les députés qui seront issus de la mouvance présidentielle. Par contre, très probablement que je ne travaillerai pas avec les députés des extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que je suis profondément républicain, que je respecte les valeurs de la République, et que je ne peux pas imaginer avoir un travail commun avec les partis extrémistes, quels qu'ils soient. Vous allez demander l'investiture de Les Républicains, le parti auquel est rattaché le Rassemblement? Je vous confirme que nous avons eu effectivement l'investiture des Républicains. Sur le fond, pourquoi est-ce que vous voulez être candidat? D'abord, peut-être quel est pour vous le rôle d'un député calédonien? Un député calédonien, il a une fonction principale, c'est de voter les lois nationales à l'Assemblée nationale, de proposer
des lois à l'Assemblée nationale ou des amendements aux lois à l'Assemblée nationale. À ce titre-là, je suis convaincu que le député peut agir, y compris pour la Nouvelle-Calédonie, sur des sujets récurrents que j'ai expliqués tout à l'heure, sur les questions de vie chère, sur les questions de relance économique, où on peut agir pour permettre à la Calédonie de bénéficier de toutes les aides nationales, voire européennes en la matière, en matière de défiscalisation par exemple. Peut agir aussi sur la vie chère, sur des sujets précis comme le coût de l'électricité. J'ai des propositions concrètes en la matière. Donc il a cette capacité d'action au niveau national qui interfère finalement sur les affaires calédoniennes en matière de sécurité. C'est une compétence là par excellence régalienne de l'État, et le député de la Nation peut faire des propositions concrètes pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est le premier rôle d'un député. Mais nous sommes aujourd'hui dans une période particulière ici en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes à la veille de discussions d'avenir de notre pays. Et là, les députés qui vont être élus par les Calédoniens seront les derniers élus calédoniens qui vont siéger à la table de ces négociations. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le poids de leur parole sera primordial. Encore une fois, ce sont ceux qui auront été choisis, les derniers qui auront été choisis par la population calédonienne. Et moi, le poids, la parole que je veux porter à l'occasion de ces discussions, de ces négociations d'avenir, c'est la parole de tous les Calédoniens. La volonté de trouver l'organisation institutionnelle future qui corresponde à l'aspiration de tous les Calédoniens. Je dis bien de tous les Calédoniens. Ma conviction d'une Calédonie française, elle s'applique à tous, y compris aux Mélanésiens aujourd'hui indépendantistes. Je suis convaincu que le meilleur pour eux, pour nous tous, c'est de rester au sein de la République française. C'est pour ça que je me suis investi en politique, c'est pour ça que je me bats en politique. Mais je suis convaincu aussi que la meilleure façon de vivre demain ici en Nouvelle-Calédonie, c'est de se respecter les uns et les autres. Les indépendantistes parlent beaucoup d'identité, de dignité, excusez-moi. Pour moi, la plus grande dignité d'un homme, c'est de pouvoir vivre sur sa terre, sur la terre de ses ancêtres ou la terre de son travail, de pouvoir loger sa famille, nourrir sa famille, soigner sa famille, éduquer ses enfants, pouvoir vivre avec ses opinions religieuses, de pouvoir vivre avec ses traditions, ses coutumes. C'est ça la dignité d'un homme. C'est pas autre chose, c'est pas de devenir indépendant ou pas indépendant. C'est comment on fait pour arriver à ça pour tous les Calédoniens ici en Nouvelle-Calédonie, quel que soit son lieu de résidence. C'est cette voie-là que je veux porter dans les discussions d'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais j'y reviens pour porter ces idées, ces projets, ces valeurs. Est-ce que c'est pas mieux d'être proche du président de la République et des représentants de l'État, puisqu'encore une fois, les accords, enfin les discussions se déroulent entre trois partenaires en général? Vous savez, un député, il est là pour non pas essayer de vendre aux Calédoniens ce que veut le président de la République. Il est là, au contraire, pour expliquer au président de la République ce que veulent les Calédoniens. Et c'est ce rôle-là, ce mandat-là que je veux porter, moi, dans les 5 ans à venir. C'est en travaillant de cette façon-là, en ayant ces éléments-là à l'esprit le jour des discussions autour de la table des négociations, où on sera 3 partenaires. Je dis bien 3 partenaires, c'est-à-dire les indépendantistes qui vont défendre d'abord et avant tout les intérêts de leurs ressortissants, l'État qui va défendre d'abord et avant tout ses intérêts, et les loyalistes que nous sommes, calédoniens, qui vont défendre d'abord et avant tout nos intérêts. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver dans les négociations futures pour trouver l'harmonie et la paix dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez une connivence trop forte de l'un ou l'autre des partenaires, quand l'État a privilégié les indépendantistes, ça s'est toujours mal passé. Mais quand l'État a privilégié les loyalistes, ça s'est aussi toujours mal passé. Donc il faut vraiment 3 partenaires autour de la table pour continuer, pour arriver à l'équilibre dont nous avons tous besoin ici en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes, justement, pour l'instant, ils refusent de participer à ces discussions, ou en tout cas, ils affirment qu'ils ne participeront qu'à des bilatérales avec l'État. Ils affirment également de vouloir parler que de la pleine souveraineté. C'est une posture selon vous, et comment les amener autour de la table des discussions, comment les convaincre de discuter avec vous et avec l'État? Les indépendantistes sont, hélas, les leaders indépendantistes. Encore une fois, je le répète, il y a aujourd'hui un décalage entre les leaders indépendantistes et ce que j'entends, moi, sur le terrain, de la part de la population calédonienne, et en particulier donc mélanésienne, dans tous les déplacements que je fais.
Les leaders indépendantistes, hélas, sont en permanence dans une posture. Et cette posture-là, c'est une façon pour eux, peut-être de se prémunir d'un risque interne face à leurs plus radicaux, mais c'est aussi très probablement une façon de maintenir un petit peu leur fonds de commerce électoral, mais c'est hélas ce qui les caractérise depuis toujours. Et ça a toujours été comme ça. Et ça ne nous a pas empêchés, en 1988, de trouver un accord, en 1998, de trouver à nouveau un accord, et je suis convaincu que ça ne nous empêchera pas, en 2022 ou 2023, de trouver un accord. C'est comme ça que les choses se passent, c'est toujours des postures au départ, et ensuite les discussions, les négociations se tiennent autour de la table des négociations. Mais alors vous, Thierry Santa, quelle est votre vision de l'avenir institutionnel? Vous nous avez bien expliqué qu'il y avait d'autres choses que cette dichotomie indépendance-indépendance, que la Calédonie resterait dans la France. Mais comment est-ce que vous voyez l'organisation institutionnelle de la Calédonie? On parle de différenciation provinciale, de prééminence des provinces. C'est sur ce projet que vous êtes... En ce qui me concerne, je l'explique dans toutes les réunions que je mène depuis maintenant plusieurs mois. Moi, je considère que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, elle a besoin de stabilité, d'abord et avant tout. L'organisation institutionnelle existante est le fruit de l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je ne pense pas opportun aujourd'hui de bouleverser cette organisation. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut revoir, l'améliorer, et revoir, en l'occurrence, d'abord et avant tout, la répartition des compétences entre les institutions calédoniennes. On ne peut pas continuer à avoir ce flou institutionnel dans lequel nous sommes, avec la complexité administrative qui l'accompagne. Il va bien falloir dire clairement qu'est-ce que font les communes, qu'est-ce que font les provinces, qu'est-ce que fait la Nouvelle-Calédonie. Et en clarifiant les choses de cette façon-là, on simplifie automatiquement les choses. Accessoirement, on fait aussi beaucoup d'économies, parce qu'il y a des redondances aujourd'hui, ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est la vision générale de l'organisation institutionnelle. À partir de là, il faut se poser les bonnes questions. Qui est le plus pertinent pour faire quoi ? Et là, il faut poser cette question-là en ayant à l'esprit l'efficacité de l'institution concernée, la pertinence de l'institution concernée. Ce sont ces questions d'efficacité, de pertinence et de rapidité d'intervention qu'il faut avoir à l'esprit pour réfléchir à cette répartition des compétences. Le deuxième point qu'il va falloir forcément revoir, c'est les modalités de financement des institutions calédoniennes. On ne peut pas rester dans le système actuel qui est forcément trop déficitaire, trop défavorable, à la province sud en particulier. Ça, c'est invivable. Ça ne peut pas continuer comme ça. La province sud va finir par s'étouffer avec 75% de la population aujourd'hui en province sud. L'autre point qui est essentiel et qui est simplement un respect de la démocratie, c'est de faire en sorte que les institutions territoriales soient dirigées par ceux qui sont majoritaires. On ne peut pas continuer aujourd'hui avec, par exemple, la majorité des Calédoniens qui, 3 fois de suite, votent contre l'indépendance et avoir des présidents indépendantistes au Congrès ou au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut forcément revoir les modalités d'élection des institutions territoriales. Et le dernier point, et c'est celui-là, j'en suis convaincu, qui amènera les indépendantistes autour de la table des négociations, malgré leur discours, c'est la question du corps électoral. On doit sortir du gel du corps électoral. De toute façon, juridiquement, on en est sorti. L'accord de Nouméa est fini. Et le gel du corps électoral était un gel provisoire. C'était une disposition provisoire. Et donc, si rien n'est fait, si aucune discussion se tient avec nos partenaires, eh bien, c'est un corps électoral ouvert qui servira aux prochaines élections provinciales. Et bien, je suis convaincu que rien que pour ça, les indépendantistes viendront à la table des négociations pour discuter de ce sujet-là en particulier. Et vous imaginez bien que nous, on ne va pas rester sur ce seul sujet. Concernant l'avenir institutionnel, vos adversaires de l'Union loyaliste ou ex-amis de l'Union loyaliste accusent volontiers le Rassemblement d'être pour la partition de la Nouvelle-Calédonie et disent qu'ils y sont contre. C'est quoi la valeur de cet argument? C'est toujours pareil. C'est quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est bien entendu que le Rassemblement n'a jamais même imaginé une partition de la Nouvelle-Calédonie. Mon slogan de campagne, c'est pour une Calédonie forte et unie.
C'est pas pour rien. Il est hors de question qu'on imagine une partition de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle est une et indivisible. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, elle est au sein de la République française. Je l'ai dit, le cadre est défini par le vote des Calédoniens à 3 reprises. Ceci dit, on doit prendre en compte la réalité de notre pays. Et la réalité de notre pays, c'est que nous ne vivons pas de la même façon où qu'on se trouve en Calédonie. On ne vit pas de la même façon à Nouméa, on ne vit pas de la même façon à Koné, on ne vit pas de la même façon à Yengen, on ne vit pas de la même façon à Lifou. Mais toutes les façons de vivre calédoniennes sont respectables. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'impose une façon de vivre, mais je n'ai pas envie d'imposer ma façon de vivre aux autres. Et c'est cette réalité-là, cette différence-là qu'il faut acter, y compris dans l'organisation institutionnelle de notre pays demain. Mais en disant cela, à aucun moment je ne prononce et je ne pense au mot de partition. C'est pas possible. Une partition de la Nouvelle-Calédonie, ça serait la pire des choses pour notre pays. Ça serait là, peut-être, probablement, le terreau d'une nouvelle guerre civile. Et c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Thierry Santa, vous êtes également membre du gouvernement. On parle beaucoup de la chute du 17e gouvernement de Louis Mapou et de la mise en place d'un 18e gouvernement. Ça vous semble opportun? Est-ce que vous vous associeriez à un renversement du gouvernement Mapou? Alors je considère hélas qu'aujourd'hui les propositions qui sont portées par la majorité indépendantiste qui gère aujourd'hui le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 17e gouvernement, ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes pour l'économie de notre pays, pour justement les questions de vie chère, de pouvoir d'achat. Et quand je dis ça, je pense d'abord au budget primitif qui a été adopté, qui supprime par exemple 40% des crédits de la formation professionnelle, alors que par définition, elle est destinée à nos jeunes, et souvent à nos jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc je ne comprends pas qu'on arrive à cette décision-là. Je pense bien sûr à la réforme fiscale qui sera catastrophique pour le système économique calédonien et pour les Calédoniens en général. Je pense aux décisions d'augmentation de l'électricité dont on aurait pu se passer. On a fait, nous, des propositions concrètes au gouvernement pour éviter cette augmentation de l'électricité. Et malgré tout, elle a été adoptée par cette majorité. Je pense à l'augmentation du prix de la viande, même si je suis convaincu que les éleveurs calédoniens ont besoin d'être aidés. Et j'ai pris le temps d'aller à leur contact, justement, dans les déplacements qui ont été les miens. Mais je suis convaincu qu'on aurait pu trouver un système qui évite une répercussion immédiate sur le prix du consommateur. Donc tout ça fait que je pense effectivement que le gouvernement actuel, la majorité du gouvernement actuel ne prend pas les bonnes décisions pour le pays et qu'il serait probablement intéressant de changer de ce gouvernement. Néanmoins, la question que je me pose derrière, c'est que est-ce qu'il faut, pour le faire, il faut être certain que le lendemain de la chute du gouvernement, ça puisse être un nouveau gouvernement dirigé par les loyalistes, parce que c'est quand même aussi une question de respect du choix démocratique des Calédoniens, avec des décisions plus pertinentes pour l'avenir, enfin pour l'économie et le social dans notre pays. Est-ce qu'on a la certitude que le lendemain, c'est bien ce nouveau gouvernement-là qui va être mis en place? Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut que les discussions continuent pour que, en cas de chute du gouvernement, le nouveau gouvernement corresponde davantage à nos objectifs. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on fait chuter le gouvernement et que le lendemain, c'est à nouveau un gouvernement avec une majorité indépendantiste, et pourquoi pas le même qu'aujourd'hui, eh ben, on redonne 18 mois de perspective à ce nouveau gouvernement. Et là, très franchement, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose pour les Calédoniens. Il faut essayer de retrouver une majorité pour ça et c'est pas évident pour l'instant. C'est pas du tout évident, ça suppose des discussions. Alors peut-être que déjà, ça serait bien qu'il y ait des discussions entre nous, parce que j'entends beaucoup parler de ce projet de chute du gouvernement, mais pour être très honnête et très transparent avec vous, j'ai pas du tout été contacté encore en la matière. Et je rappelle juste qu'il y a quand même 2 membres du gouvernement aujourd'hui qui ne font pas partie de l'avenir ensemble qui se crée aujourd'hui. Pour revenir à votre campagne législative, vous avez présenté la semaine dernière, je crois, votre suppléante. Comment est-ce que vous l'avez choisie? Elle s'appelle Vanessa Wachapo. Pourquoi elle? Alors, je suis d'abord. Et c'est important un rôle de suppléant? Ah, c'est très important. Un suppléant, c'est celui qui remplace le député si un jour il y a un problème. Donc, c'est quand même très, très important. Et puis, c'est aussi une personnalité qui apporte sa personnalité d'abord à la campagne, mais aussi derrière, dans les échanges, dans les discussions qu'il peut y avoir entre le député et son suppléant,
en l'occurrence. Et Vanessa, je suis vraiment très heureux qu'elle ait accepté de m'accompagner, parce que c'est une femme originaire de Lifou, mais qui vit depuis maintenant plus de 15 ans en province nord, qui est reconnue en province. Alors c'est une cadre bancaire, elle est reconnue pour son intégrité et pour son efficacité, à la fois auprès des particuliers pour les questions de bancaires traditionnelles, de prêts, de gestion de comptes et tout ce qu'on veut, mais aussi par le monde économique du Nord. Le nombre d'entreprises que j'ai vues dans le Nord et qui m'ont fait des éloges sur Vanessa me rassure sur le choix qui a été le mien. Et dernière chose, et non des moindres quand même, concernant Vanessa, c'est une personne qui s'investit beaucoup également dans la formation des jeunes. Elle donne des cours de finance et de gestion à l'université de Koné, et elle donne également des cours aux jeunes des banques de la place, pour les former justement aux techniques bancaires et leur permettre de progresser ensuite dans leur carrière au sein des différentes banques. Donc voilà, c'est quelqu'un qui représente la société civile par excellence, qui est proche des gens, qui connaît les difficultés de la population calédonienne et qui m'apporte beaucoup dans sa réflexion justement sur tous ces sujets. Elle va vous accompagner dans la campagne. Elle a le temps de faire campagne sur le terrain. Comment ça se passe là, maintenant? Parce que vous êtes parti tôt, mais il reste encore un peu de chemin à faire. Ça se passe comment votre campagne? Ça se passe très bien. On voit beaucoup de monde. On est même parfois obligé de se séparer. Vanessa fait campagne de son côté et moi du mien, pour justement essayer de répondre à toutes les sollicitations que nous avons. Et pour l'instant, les choses se passent très bien. Les Calédoniens se souviennent beaucoup de ma manière de gérer le gouvernement, le 16e gouvernement, et en particulier la crise sanitaire. Donc ils me remercient très régulièrement sur le sujet. Donc je suis très heureux qu'ils se souviennent de cette période-là, même si je n'étais pas tout seul. J'avais un gouvernement avec moi qui a travaillé, et puis les institutions en général ont tous fait ce qu'il fallait pour que les choses se passent bien. Et puis, je pense que les explications qu'on donne aux Calédoniens leur permettent d'avoir peut-être un regard plus ouvert et plus réel sur la situation actuelle politique calédonienne. Thierry Santa, membre du gouvernement, président du Rassemblement, candidat aux législatives dans la seconde circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci pour l'invitation. C'est la fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h. Excellent après-midi.